Bonjour et bienvenue les amis dans mon podcast d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, nous allons parler astrologie avec mon invité Tristan Balguerie. On se connaît déjà, Tristan, on s'est déjà vu. Bonjour et bienvenue dans cette Bonjour émission. Patricia. Oui, on s'est déjà vu en effet à cet endroit-là. J'ai passé un bon moment et je suis ravi qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors, bon, Tristan a la particularité d'avoir vraiment amené des pensées innovantes dans le domaine de l'astrologie. Et bien sûr, tu accompagnes les gens dans la formation elle-même en astrologie. Tu fais des ateliers, tu fais des consultations. Et là, tu sors un livre qui est superbe. Alors, je l'ai en vrai, donc je peux vous le montrer. Mais j'ai aussi la couverture, comme ça vous allez, voilà, le grand livre de l'astrologie, la découverte de votre thème astral aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Mais je trouve que tu as fait un boulot de dingue par rapport à tout ce que tu fais dedans. Il est clair, et vraiment, c'est pas toujours évident l'astrologie pour la comprendre quand on est néophyte, mais je trouve que tu as fait un boulot énorme pour simplifier les choses, pour que ça soit plus facilement assimilable. Tu nous as mâché le travail. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Mais surtout, tu me fais très plaisir parce que c'est vraiment pour moi un point important, c'est d'arriver à sortir d'une espèce de forme assez occulte en fait de l'astrologie et de lui redonner une lecture qui est plus humaine, plus proche de nous. Un peu moins mystique par certains aspects, même si pour moi ça reste une science qui est très profondément spirituelle, mais qui n'a pas besoin de s'entourer finalement d'un esprit de mysticisme où ça serait quelque chose d'inabordable. Quand je consulte, je fais pratiquement 9 fois sur 10, je vais montrer le thème et je vais écrire des trucs dessus, je vais gribouiller dessus. En visio, c'est pratique, je peux dessiner sur l'écran. Et et j'apprécie en fait que la personne puisse s'approprier une partie du thème. Voilà. Elle arrive avec une question, on va la regarder et le travail, le langage de l'astrologie, parce que c'est un langage en fait. Donc, une grosse partie de mon boulot pour moi, c'est de bien articuler ce langage, de bien le structurer, de bien le comprendre, d'avoir des mots clairs qui définissent les choses, de ne pas être dans des confusions. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans ce livre. Il y a un homme que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ça, parce Sur un... que tu fais des... Oui, Oui. Non, vas-y, vas-y, finis ta vas-y. phrase, je reprendrai après. Bon, je reprends. Je D'accord. dis, il y a Oui, un je homme... disais justement... On se coupe. Vas-y, je te On va laisse y poser ta arriver, hein, vous question. inquiétez pas, on va y arriver. Il y a un tout petit décalage, en fait, entre le moment où je parle et où ça arrive chez temps. Donc, on va essayer de demander aux astres qui nous réalignent pour que le son arrive en direct live. Allez, vas-y, je te laisse poser ta question. Bon, oui, c'était juste pour poursuivre dans le pourquoi du livre, en fait, pourquoi tu as choisi d'écrire ce livre, d'autant plus que tu en avais fait un qui était plus axé sur les missions de vie que tu consultes, et quelle était ton intentionnalité finalement avec ce livre qui est classé comme un grand livre de l'astrologie? Alors, le thème grand livre, le mot grand livre, en fait, c'est une collection du Lotus. Moi, j'ai pas eu la prétention d'écrire The Big Livre de l'astrologie. Voilà. C'est tellement vaste, en fait, que ça aurait pu me prendre 50 livres. Mais l'idée, en fait, le projet, ça partait de mon manuel de base, en fait, en astrologie, pour donner les clés essentielles de la lecture du thème ou de la compréhension de l'astrologie. Et l'approche que j'ai a toujours été reliée au fait que, n'ayant pas à la base une bonne mémoire, pas une mémoire qui est top, j'ai jamais pu faire de l'apprentissage d'astrologie par compilation de configurations dont il faudrait que je me souvienne pour me dire, tiens, Mars à tel endroit, ça veut dire ça, etc., etc. Ce mode opératoire, il ne fonctionnait pas avec moi. Donc, il a fallu, pour que je comprenne les choses, que je donne un sens et une structure à tous ces éléments-là. C'est-à-dire, la question, c'est pas
de retenir ce que Mars veut dire en Capricorne, ce que Mars veut dire dans tel ou tel signe, ou prenons un autre as si on veut, mais plutôt d'avoir une conception globale qui me permet de dire qu'est-ce que veut dire Mars et qu'est-ce que veut dire ce signe, et est-ce que je peux facilement retrouver ces éléments-là parce que j'ai structuré ma pensée et parce que j'ai structuré mon approche. Et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre, c'est-à-dire de sortir de formes de savoir qui sont des empilements de connaissances un peu lourds parce que c'est des millefeuilles où on s'en sort jamais. En fait, il faut toujours aller faire plus de livres pour trouver une solution, et de donner plutôt des éléments pour trouver la solution soi-même, en fait, en étant minimaliste dans les concepts, les ramener à des choses les plus simples possibles pour qu'elles puissent s'épanouir après dans toutes les formes qu'on peut observer dans la vie. Et d'ailleurs, j'ai introduit un truc nouveau dans ce livre, c'est l'idée de l'arbre, en fait. C'est-à-dire que chaque concept astrologie, il a ses propres racines, il faut savoir d'où ça vient, de quoi on parle. Je prends le Capricorne, par exemple. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Les signes de terre, ils ont une particularité, ils ont une singularité, donc ils vont être liés au concret, à la matière, etc. Donc ça, c'est les racines. Et donc ensuite, il y a une essence qui sort de ces racines, qui est vraiment la spécificité de l'élément. Et puis ensuite, il y a des manifestations multiples dans la vie. Et c'est de faire cette distinction, en fait, et d'arriver à donner ces structures, cette essence, ces racines, et d'utiliser les manifestations comme des illustrations et non pas comme une finalité. Donc l'idée, c'est de nourrir, en fait, la connaissance par quelque chose d'essentiel que l'on peut appliquer dans la vie après en comprenant ou en observant les manifestations. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, c'est ce que j'essayais tu parlais de l'arbre, et je trouvais que justement, c'est peut-être ça qui rend la lecture simple pour des néophytes, c'est tout le travail de simplification en fonction de ton besoin que tu as pu extraire, et qui fait que effectivement, des fois j'ai lu des livres d'astrologie, franchement j'avais une seule chose, c'était de faire mes livres parce que je comprenais rien, comme c'est pas des sujets moi où j'y vais particulièrement. Mais le tien, tu vois, ou même l'autre, ça donne vraiment envie de plonger, de comprendre. Après, bon, on peut effectivement aller plus loin. Tu mets quand des choses, des thèmes, j'explore mon thème, j'ai Vénus, tu donnes des thèmes. Puis, et ça, je trouvais vraiment cette simplification que tu as faite pour toi très, très intéressante, avec des idées nouvelles. Et dans ton livre, tu abordes le grand sujet de l'ère du Verseau. Forcément, on est avec aussi un signe. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment l'astrologie peut nous être utile dans ce grand changement de l'ère du Verseau? Et en off, tu me disais, mais on oublie un truc, c'est que faut pas non plus aller trop vite avec la fin de l'ère du Poisson, si je me trompe pas. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, les ères, ça détermine des périodes historiques de un peu plus de 2300 ans. J'ai plus le chiffre en tête, mais peu importe. Donc, ce sont des grandes ères, des périodes qui sont assez grandes, tu vois. Quand on était dans l'ère du Taureau, c'était l'époque sumérienne. Et donc, tout cet apprentissage de l'humanité, de la terre, de la domestication, de bâtir des grandes villes, etc., en fait, il y a vraiment, à l'époque sumérienne, la domestication animale, végétale, etc. Et puis après, on est passé à l'ère du Bélier, qui a été très marquée par toute l'Antiquité, toutes les guerres, Alexandre le Grand, tout ça. On est dans cette construction-là. Une période guerrière de l'Antiquité assez forte, où on retrouve cette énergie martienne guerrière très forte du Bélier. Et ensuite, on est passé à peu près au moment de l'arrivée du Christ, à l'époque des Poissons. Et donc, on est rentré dans une période de l'humanité qui a travaillé sur sa spiritualité. Et sur sa spiritualité, on peut dire chrétienne, christique, voilà, le développement de l'amour envers son prochain, etc. Et depuis quelques années, quelques décennies, en fait, on nous parle de l'ère du Verseau comme si elle était avérée, comme si elle était là, comme si elle était présente, alors que l'ère du Verseau, c'est une période qui va arriver vers l'an 2400 quelque chose. Donc, on n'y est pas encore.
On y Oui, est encore, pourtant, on lit ça partout et ah ah ouais, oui. vas-y, dis en plus parce que En qu'on fait, s'actualise dans nos données, quoi. oui, je pense qu'on saute un peu une étape qui est justement cette finalisation de cette ère des poissons où l'humanité retrouve un lien conscient avec sa spiritualité. Tu sais, Malraux disait le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, ce qui était une prophétie ou en tout cas une pensée prophétique très forte, puisqu'on voit bien aujourd'hui que on est perpétuellement tiraillé dans des capacités de s'autodétruire parce qu'on a perdu le lien avec la spiritualité. Pour beaucoup, en Occident en tout cas, il y a une déconstruction de la spiritualité. Et que si on ne retrouve pas ce lien avec le cosmos, avec le divin, en fait, réellement, on est en train potentiellement de détruire une partie de notre civilisation. Et les enjeux aujourd'hui, ce n'est pas de penser l'ère du Verseau, c'est-à-dire d'être dans une espèce de fraternité qui s'est un peu perdue et qui n'a plus de substance, en fait, mais de reconstruire la substance de l'humain à travers son lien avec le divin. Donc, à mon avis, dans cette idée d'ère du Verseau, il y a une idée de mettre en avant tout le temps une course au progrès par l'idée et les concepts, mais qui va trop vite en fait. C'est pas encore le moment. Le moment aujourd'hui, et encore pour quelques siècles, c'est de vraiment travailler sur ce lien entre l'humain et le divin, c'est-à-dire de refaire le lien entre l'homme et son origine, d'où il vient réellement, tu vois. Et pour moi, c'est Oui. beaucoup plus ce sujet-là qui est crucial aujourd'hui. Et tu vois, moi, j'avais compris que l'ère du Verseau, c'était justement de faire du lien avec cette part de spiritualité. Alors, bien sûr, laïque. Après, chacun peut. C'est pas forcément une spiritualité religieuse, une spiritualité laïque. Et pour moi, l'ère du Verseau, ça correspondait à cette ouverture du lien. Mais en fait, si on reste dans l'idée de l'ère du Verseau elle-même, c'est pas juste la spiritualité, c'est autre chose, c'est ça? Oui, en fait, aujourd'hui, pour l'exprimer, on a un astre qui est passé dans le Verseau il n'y a pas très longtemps, qui est Pluton. Tu vois, il a passé 16 ans dans le Capricorne, où il a amené à des remises en question, à des déconstructions très profondes de la société matérielle dans ses institutions. Tu vois, depuis 16 ans, il y a une casse terrible au niveau institutionnel, au niveau même de la structure des nations, etc. Et puis là, il vient de passer dans le Verseau. Et dans le Verseau, en fait, il va faire le travail de remise en question, donc de ce qui est en rapport avec le Verseau, c'est-à-dire les idéaux. Les idéaux qui constituent l'humanité. Mais tu vois, ce ne sont pas des idéaux forcément de spiritualité. Ce sont les idéaux fondateurs. Et il n'y a pas très longtemps, j'écoutais quelqu'un sur une émission, je ne sais plus le nom de la personne, qui évoquait, sans du tout évoquer ce changement de Pluton dans le Verseau pour bien expliquer les choses, ça c'est moi qui ai fait le lien, mais il disait en fait, on est encore aujourd'hui avec la Déclaration des droits de l'homme sur une conception du monde dans lequel l'homme n'est pas souverain de lui-même. Je dis, ah bon, là j'écoute, je fais, oh, c'est intéressant. Et ben oui, regardez l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, cet article dit, il n'y a que la nation qui est souveraine et rien n'est souverain en dehors de ce qui peut être relevé de la nation. Et lui, entre les lignes, il dit, bah, cette construction idéologique sur laquelle on est construit depuis 1789 est une construction qui considère que l'être en lui-même ne peut pas être souverain. Et moi, ça m'a fait tilt, parce que la souveraineté, c'est Saturne. Saturne, c'est la dernière conscience, énergie de conscience de l'humanité avant de passer aux énergies spirituelles les plus profondes, uraniennes, etc. Et on est vraiment aujourd'hui dans cette époque-là, c'est-à-dire où on se rend compte que la gouvernance ne fonctionne pas forcément et que le peuple doit reprendre sa souveraineté, que l'individu doit reprendre sa souveraineté. Donc, le travail sur le Verseau, c'est un travail vraiment sur les idéologies, les idées qui constituent l'humanité, dans laquelle elle se constitue. Donc, l'ère du Verseau, pour moi, va beaucoup plus construire après une rénovation profonde et complète des idées qui fondent
la société, sur le plan technologique peut-être, scientifique, sur des fondements idéologiques qui vont complètement chambouler l'existence de l'humanité. Voilà, que j'ai illustré par ce passage de Pluton qui va durer 20 ans, qui va nous faire travailler sur ce sujet-là quand même. Donc, on travaille toujours tout, mais l'ère profonde dans laquelle on est, pour moi, c'est vraiment, on est encore dans l'ère des poissons, c'est-à-dire il faut reconstruire ou construire ou élaborer ce lien avec le divin, ou le cosmos, ou la Ah, c'est super spiritualité. intéressant parce que oui, c'est super intéressant ce que tu ramènes là dans tes compréhensions en faisant l'alliance avec justement tes connaissances en termes d'astrologie, parce que on voit bien quand on échange avec les uns ou avec les autres qu'on est vraiment dans cette recherche de valeurs qui sont en lien avec un aspect sacré de soi et de cette fameuse souveraineté qui nous permet de prendre sa place et de dire mais la société, la nation, elle est constituée par un nombre d'humains. C'est pas une entité lambda qui est comme ça supervise tout. Enfin, on voit qu'il y a un vrai besoin de changer des choses. Donc, on est aidé par ça, d'après toi, justement, par les mouvements astrologiques qui se font actuellement. C'est là pour nous aider à faire ce cheminement, c'est ça? Ah oui, oui, je pense que dans les 20 années qui vont arriver, notre vision idéologique va être complètement bouleversée. La dernière fois que Pluton est passé en Verseau, c'était justement en 1780 et quelques. Donc, on est passé d'une idéologie construite sur des principes monarchiques et la société féodale, etc., à une idéologie différente qui a été l'introduction de la démocratie ou dans le monde. Mais là, on a un autre cap à passer, en fait. Ouais. Et alors justement, comment l'astrologie, si on revient là plutôt à l'astrologie individuelle, soit par voilà, une étude au travers d'un livre comme le tien ou de consultation, comment ça, pour toi, ça peut nous aider à garder pied et stabilité dans ces moments qui vont durer visiblement pas mal d'années, chaotiques. Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui, sur ce plan-là? C'est un outil de connaissance de soi, en fait. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a vraiment l'idée de se connaître soi-même et ensuite de comprendre les processus évolutifs en nous-mêmes, en fait, tout le travail qui se fait en nous pour ne plus subir ce qu'on traverse, mais l'intégrer avec un peu plus de sagesse et un peu plus de conscience. L'astro, pour moi, c'est un outil merveilleux pour se recaler par rapport à un sentiment d'être déphasé. Quand tu consultes, très souvent, tu entends des gens qui te disent quand j'étais petit, je me demandais ce que je foutais là, quoi. Ce monde ne me paraissait pas adapté. Et on arrive tous avec nos spécificités, notre construction personnelle, et le thème de naissance, c'est un élément qui nous montre une structure de notre expérience de vie. C'est pas l'âme de la personne, ça, c'est un truc sur lequel j'insiste. Il ne faut pas rentrer dans une identification à son thème de naissance en disant c'est moi, c'est pas moi, c'est mon expérience. C'est mon incarnation, ok, mon choix d'incarnation dans cette période-là de mon existence, mais c'est pas l'âme éternelle de la personne. Je pense qu'on fait des petits abus en pensant ça, je pense. Oui, c'est bien de le repréciser en tout cas. Oui. Ouais. Mais du coup, ce thème et cette expérience, il est unique en fait. Il nous appartient, il a des spécificités, et des spécificités qui peuvent être en décalage avec des attentes sociales, des attentes familiales, des attentes de toutes sortes. Je vais te donner un exemple tout simple et récent que j'aime bien, dont je vais me servir dans mon prochain bouquin. J'ai eu en consultation quelqu'un qui venait de prendre sa retraite. C'était, je sais pas, 3-4 semaines, peut-être, j'en ai déjà parlé. Et cette personne-là, en fait, était persuadée que la retraite signifiait l'inactivité. Mais ça, c'était la retraite qu'elle prend dans la manière dont la société construit la retraite, c'est-à-dire à un moment, tu cesses ton activité économique, professionnelle. Et je lui montre le thème de naissance, je lui dis, la carrière, c'est la maison 10,
Et la retraite, c'est la maison 12. Au milieu, il y a la maison 11. C'est toute votre activité de vie sociale participative. Votre vie active n'est pas terminée. Et juste ça, pour moi, c'était une espèce de révélation tellement forte que on est dans des modèles sociétaux où on ne comprend pas le cycle de la vie, où on n'intègre pas certains éléments du cycle de la vie. C'est comme par exemple la maison 8 qui évoque, si on veut la caricaturer, la mort, en tout cas une période de transformation très forte dans laquelle on déconstruit des choses sur le plan matériel pour se spiritualiser, notamment, recevoir de l'influence sur un plan vibratoire. Et bien la mort, c'est pas la fin de la vie. C'est la maison 8, c'est pas la maison 12. Et en fait, l'astrologie et la connaissance du thème va nous permettre de nous comprendre dans nos spécificités, en même temps qu'elle va nous donner une lecture du rythme de la vie qui est beaucoup plus cohérente, en fait, avec la réalité. Avec ce que moi je considère comme étant la réalité. Après, ça se discute, mais je ressens beaucoup plus le rythme de l'astrologie qui est en base 12, avec cette rythmique de 12, j'ai perdu le terme, duodécimal, je ne sais plus, voilà, j'ai oublié le terme, comme étant quelque chose qui est fondateur, qui est très profond, qui nous donne vraiment une conscience de ce que c'est que les étapes de l'existence, tu vois. Par exemple, ça c'est un concept que j'ai amené il y a quelques années en astrologie, de voir toutes les maisons comme une étape clé du développement de l'existence. Oui, ça c'est vraiment ce que je t'interromps 2 minutes, Tristan, mais cette approche de la maison, comme tu le dis dans ton livre, tu dis souvent dans les maisons il y a des confusions, on parle de ci, on parle de ça, et toi tu as ramené une clarification en fait de ce qu'est une maison et ces domaines de l'existence. Je trouve que c'est vraiment passionnant et ça donne un autre regard. C'était juste pour ajouter petit aparté sur ce que tu amenais là. Ouais, je t'en prie parce que quand je parle, je m'arrête plus. Ouais. Non, ce sont des étapes toutes simples et hyper logiques en fait. Il y a une logique qui est imparable dans cette construction. Et travailler sur son thème de naissance, c'est à la fois se découvrir et se découvrir à l'intérieur d'un rythme de vie qui me paraît plus naturel pour comprendre finalement les décalages qu'on peut avoir avec notre environnement extérieur ou des modèles sociétaux qui sont un peu plus artificiels. Mais quand on est sur son rythme naturel, la vie est beaucoup plus souple que quand on essaie de s'adapter à des rythmes artificiels qui ne sont pas en prise directe avec notre réalité. C'est Krishnamurti qui disait s'adapter à une société profondément malade n'est pas un signe de bonne santé ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire reprendre sa souveraineté et donc ne pas subir quelque chose, mais contribuer à faire de quelque chose de différent. Je trouve que ça, c'est une approche hyper intéressante que tu ramènes dans l'astrologie finalement, comme un outil de vie. C'est un outil de vie, c'est un outil de connaissance de la vie et de connaissance de soi, de sa vie à l'intérieur de la grande vie, en fait. Et alors, pardon, tu voulais dire? Non, vas-y. C'est bon. Ouais. Comment on peut utiliser ton livre alors? Parce que bon, c'est sûr, on peut le lire comme un livre, mais je pense que page après page. Mais toi, qu'est-ce que tu préconiserais pour pouvoir retirer vraiment des choses intéressantes pour soi dans cette connaissance de soi? Comment tu nous préconiserais de l'utiliser? La base pour moi, c'est de travailler sur soi. On peut, avec l'astrologie, nourrir très fortement la tête et essayer de faire des corrélations et des observations extérieures sans jamais revenir à soi. Et le fondement pour moi, c'est de l'avoir expérimenté sur soi. C'est une autre phrase que j'aime bien de Einstein qui dit la connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et ben en fait, quand tu veux apprendre l'astrologie, ta première base de travail, c'est toi. C'est-à-dire, est-ce que ce que je suis en train d'apprendre, si je l'applique à moi-même et à mon thème, ça me parle, ça résonne, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas de sens? Et puis on peut se poser des questions quand ça n'a pas de sens.
Peut-être que le thème est décalé de quelques minutes, ou peut-être que ça, c'est très fréquent. Donc pour moi, ce bouquin, je l'ai conçu pour qu'on puisse apprendre l'astrologie, mais le plus vite possible, l'appliquer à soi, c'est-à-dire à travers des petits exercices que je donne. Et je commence par donner des exercices à faire pour soi-même. Et ensuite, je propose un exercice qui est une observation de la vie de quelques célébrités. Mais d'abord, en fait, le travail, c'est je vais l'appliquer à moi-même. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est pas forcément. En même temps, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, et de plus excitant. On est, quelquefois, on n'est pas la meilleure personne pour se qualifier ou s'observer soi-même, mais ce travail-là, aidé de l'astrologie, devient possible, en fait. On peut commencer à avoir des résonances avec son propre thème quand on fait le travail. C'est vrai que quand on est déjà un peu avancé dans cette connaissance de soi, qu'on a l'habitude, on est moins effrayé de ce qu'on pourrait découvrir. On sait que voilà, il y a des petites choses qui vont émerger, mais on sait que forcément on arrivera à les transformer, etc. Le problème, c'est quand on démarre. Et donc, ton livre, effectivement, on peut le lire sans rentrer vraiment dans ce qui nous concerne. Donc, est-ce que tu nous invites pour aller dans cette connaissance de soi, vraiment à le prendre de la page 1 et à dérouler les pages les unes après les autres, ou est-ce que on peut tout à fait aborder, je sais pas moi, le thème des maisons avant d'aller vers le thème des signes, hein, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment une chronologie? Tu as construit le livre comme une chronologie qui va être aidante après pour aller dans cette connaissance de soi. Alors, les deux. Je l'ai construite dans une chronologie particulière, c'est-à-dire que j'ai amené les maisons en premier parce que les maisons, finalement, c'est ce qui parle le plus de nous. Ça parle de notre expérience de tous les jours. Ça parle de mon rapport à l'argent, du rapport à mon corps, du rapport à ma famille, à mon travail. Voilà. Ça parle des expériences qui sont les plus proches de nous. Donc j'ai voulu ramener les maisons en premier dans l'apprentissage pour que tout de suite on puisse raccrocher quelque chose que l'on apprend à quelque chose qui a du sens dans notre connaissance de la vie la plus ordinaire. Après, les astres, les maisons, les astres, les signes, on va rentrer dans des concepts qui sont un peu plus abstraits, même si j'essaie de les développer de manière plus concrète. Donc, la pédagogie du bouquin, elle est construite pour que on rentre en appétence avec l'astrologie sans rentrer dans des concepts qui sont abscons ou trop compliqués au départ. Maintenant, on peut le prendre comme on veut, en fait. Il n'y a pas un ordre de lecture où si on passe à la page 50, le bouquin va se cramer, on va perdre quelque chose. Magique ton bouquin, hein, le bouquin, tu l'ouvres. Alors, attention, messieurs, dames, hein, si vous ouvrez la page 50, et restez observateur, observatrice de ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs à la page 50? Je ne sais pas. Attends, je vais regarder. Tu sais, toi, on ne sait plus quand on a écrit, hein, mais je vais te dire que ce qu'il y a à la page 50, j'y arrive, j'y arrive. Alors, c'est avant les maisons, c'est les degrés d'orbe. Ah oui, alors oui, voilà. Ça peut. Ah ben voilà. Ça peut exploser les degrés d'orbe, l'orbe. Alors bon, tu vois, là, c'est un terme. Franchement, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui en aient entendu parler, des degrés d'orbe. Non, non. Oui, mais bon, quand on connaît l'astro, on sait ce que c'est. Mais Bien sûr. Donc voilà, vous irez explorer la page 50 et si Tristan veut bien nous en dire quelques mots, mais sinon, j'ai une autre question après. Non, les degrés d'orbe, c'est en fait, il y a beaucoup de noms un peu hors du commun dans l'astrologie. J'essaie d'en mettre le moins possible pour que les choses soient le plus simples et le plus accessibles. Les degrés d'orbe, en fait, c'est quand on regarde dans un thème astral la relation entre deux astres, ben, en fonction de certains angles, on va définir des formes de relations qui vont être plutôt harmoniques ou plutôt tendues ou stressantes. Mais il est très rare d'avoir des astres qui sont exactement à 90 degrés l'un de l'autre, ou exactement à 60 degrés ou à 180. La plupart du temps, ils sont un petit peu décalés. Et la tolérance que l'on accepte dans ce décalage, c'est ce qu'on appelle les degrés d'orbe. D'accord. Bah, merci Tristan pour ça ne nous fera pas exploser en allant à la page 50. Donc, non. Ouf. Et ben,
j'avais une autre question et je trouvais intéressant, c'est par rapport aux éléments, hein, donc feu, terre, qui définissent après les signes. Et tu nous dis, en Occident, on en a 4, c'est vrai, chaque signe astrologique est relié à un élément. Et la Chine, il y en a 5. Alors finalement, pourquoi la Chine s'appuie sur un 5e élément qui est l'éther, et surtout en quoi c'est intéressant? Et pourquoi en Occident, ça fait plusieurs questions en une, hein, je sais, mais et pourquoi en Occident, on est resté à 4? Alors, en fait, le 5e élément de la Chine, qui est la terre, pas l'éther, la terre. Ah, pardon, la terre. C'est un élément qui, en fait, un élément qui fait la jonction entre les saisons. Tu vois? Donc, c'est pas un élément qui évoque le cœur d'une saison, mais qui évoque plutôt une période entre saisons, une période un peu de flottement, voilà. Donc, en fait, fondamentalement, la Chine, l'astrologie chinoise est basée aussi sur 4 éléments, plus un élément intermédiaire voilà, entre les différentes saisons. Pour autant, le système chinois a une structure qui pense les 5 éléments en tant qu'éléments entiers, avec des relations entre eux, etc. Mais dans le fond, il y a quand même cette spécificité que la Terre est un élément intermédiaire. Et en fait, en Occident, on a aussi 5 éléments, mais on ne les a pas introduits dans l'astrologie. Le 5e, c'est l'éther, en fait. Donc, et les 4 éléments de l'astrologie, feu, terre, air, eau, sont en correspondance avec les 4 éléments de l'astrologie chinoise. Il n'y a que la Terre qui n'a pas de correspondance, la Terre chinoise qui n'a pas de correspondance avec un élément de l'astrologie occidentale. Et donc, on a cette construction des deux côtés où on a 4 éléments fondamentaux plus un 5e élément, mais le 5e élément de l'astrologie occidentale n'a pas été introduit dedans, dans l'astrologie elle-même, en tant qu'élément. Et on a cette correspondance entre la Chine, enfin, ou l'Orient et l'Occident, où l'Orient a un 5e élément qui est très féminin, la Terre, et l'Occident a un 5e élément qui est très masculin, l'éther, quelque chose qui va nous ramener au ciel, au Père, etc. Et on a cette construction en Occident qui est de toujours vouloir s'élever, en fait. Alors que l'Orient est beaucoup plus famille, beaucoup plus horizontal comme structure de société et même de pensée. Nous, on a une structure qui est verticale, ils ont une structure qui est beaucoup plus horizontale. Et finalement, en fait, ce sont deux polarités de la Terre, de notre globe, en fait. Il y a une polarité qui est beaucoup plus tournée vers l'éther, le masculin, le divin, le Dieu créateur, et une polarité plus féminine en Orient qui est beaucoup plus tournée vers la terre, la communauté, la famille, etc. Et il y a un gars qui en parlait dans un bouquin sur la fleur de vie, il s'appelle Drumvaldo Melchizedek. Melchizedek, oui, oui, je connais, c'est un bon livre d'ailleurs, très intéressant. Oui. C'est hyper intéressant. Et lui, il en parle. Il explique que, justement, il considère que l'axe de la Terre, par rapport à ses polarités, je crois qu'il il part du Pacifique et il va en Atlantique ou un truc comme ça, et il évoque cette notion de polarité masculine, yin-yang, du globe terrestre dans sa globalité, et qui correspond en fait avec un côté yin qui est plutôt du côté de l'Orient et un côté yang qui est plutôt du côté de l'Occident ou dans l'Atlantique. Donc en fait, moi ça m'a posé longtemps question, je me suis dit c'est quand même étrange que l'astrologie puisse ne pas fonctionner avec l'astrologie chinoise, avec cette disparité d'éléments. En fait, en grattant un peu, on se rend compte qu'il y a bien ces correspondances. Et ensuite, deux visions du monde qui sont différentes, une plus attachée à la Terre, l'autre plus attachée au ciel, à l'éther, à l'essence de la vie presque impalpable, en fait. Et comment ça influence nos signes, finalement, si on reste vraiment axé astrologie, ce 5e élément, qu'il soit plutôt féminin ou plutôt masculin, quelle influence ça peut avoir sur nos signes respectifs, si ça a une influence? Alors, en astrologie chinoise, c'est étudié. La Terre en tant qu'élément est un élément à part entière. En astrologie occidentale, on n'intègre pas l'éther.
Platon et les platoniciens, oui, avaient intégré cette notion de l'éther. Les solides platoniciens, je ne sais pas si tu connais ces 5 solides, Oui, tout à eh ben, fait. il y en a, ils représentent les 4 éléments plus l'éther, en fait. Oui, c'est le dodécaèdre qui représente l'éther. Oui. Ben, en fait, c'est intéressant, tu vois, quand tu poses la question, je ne m'étais jamais posé avant. Le dodécaèdre, c'est un solide qui a 12 faces qui sont des pentagones. Le pentagone, c'est c'est une symbolique de la construction de l'humain. Les 12 faces, c'est la construction du rythme de la vie, en fait, avec de nouveau le 12 qui revient. Et finalement, l'éther, c'est peut-être cette construction-là, c'est-à-dire cette origine de la vie qui part d'un 12 décliné dans la forme du pentagone, qui est une forme profondément humaine. Et on retrouve les 12 maisons qui sont des domaines de vie concrets dans lesquels on peut regarder. C'est un peu. 12 maisons, 12 signes. On retrouve cette base 12 qui est fondamentale en astrologie. Super intéressant. En tout cas, Tristan, on arrive déjà à la fin de notre émission. Donc, j'espère que ça va avoir donné envie à nos amis d'aller investir ton livre et de le découvrir. Moi, vraiment, je vous invite à y aller en toute confiance, le grand livre de l'astrologie. J'aime bien aussi ta manière d'aborder l'astrologie qui est, je trouve, même si je ne suis pas une férue dans le domaine, assez simple et innovante. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message à nos amis avant de se dire au revoir? Peut-être un petit élément d'actualité. Oui. Aujourd'hui, je suis assez concentré sur le fait de construire mon école d'astrologie. Enfin, déjà, il faudrait que j'enlève le mot, parce que c'est de le faire avec plusieurs personnes, avec une approche qui est très, et c'est notamment pour ça que j'ai envie de le faire, une approche qui est très importante, qui est d'associer la pratique, la formation et la recherche. Donc, je suis en train de mettre ça en place petit à petit. Ça compte beaucoup pour moi. Cette combinaison des trois, c'est une personne que j'ai rencontrée plusieurs occasions qui travaille en Suisse dans une école de naturopathie où ils ont associé ces trois praticiens, formateurs et chercheurs, qui a fait sens pour moi par rapport à l'astrologie. Donc, c'est un concept que j'ai inventé. Et d'ailleurs, je pense que c'est un concept qui est très ancien. Mais je pense que c'est ce qui a du sens pour qu'une connaissance s'ancre, en fait. Qu'elle puisse faire le lien entre ces trois approches. Il y a des gens qui sont plutôt formateurs, d'autres plutôt praticiens, d'autres plutôt chercheurs, mais il faut arriver à se rencontrer, en fait. Et donc, cette idée d'école d'astrologie, que j'ai appelée la petite école de l'astrologie. La raison, c'est que je pense qu'il faut qu'on réapprenne à parler et à écrire et à faire des choses très très simples pour pouvoir construire des strates solides. Et qu'on on peut avoir un peu oublié les bases, en fait, des choses simples. Donc voilà, je suis en train de mettre en place ça, de rencontrer des gens et de faire ce petit chemin, ou ce grand chemin, je ne sais pas, pour l'instant, ce chemin. En tout cas, c'est un beau projet et c'est sûr que ça pourra donner envie à ceux et celles qui voudront apprendre, explorer, de venir rejoindre. De toute façon, je mettrai l'adresse de ton site web où j'imagine que tu mettras toutes ces informations. Je les mettrai sur la page YouTube et sur les réseaux aussi pour qu'on puisse te trouver facilement. Oui. Merci beaucoup, Tristan, pour ce moment très intéressant autour du grand sujet de l'astrologie. Merci à vous de me suivre sur ma chaîne YouTube Les Voix de l'Harmonie. Et je vous souhaite de passer une belle fin de journée ou une belle soirée au moment où vous verrez cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Merci, Tristan. Au revoir à tout le monde et prenez soin de vous. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup, Patricia.